Salut les sorciers, ça va? Tu viens d'arriver au chaudron baveur? Ne sois pas un moldu, abonne-toi et active les notifications. N'oublie pas que tu peux devenir membre de la chaîne pour profiter d'avantages exclusifs, comme les badges près de ton nom ou les emojis dans les commentaires. Tu peux aussi contribuer via le bouton « Merci ». Ton commentaire sera mis en avant ou tu peux envoyer ta question pour le Papo Furado. J'y répondrai en vidéo sur le Calderan. Aujourd'hui, nouvel épisode de Papo Furado. Ça faisait un moment, non? Après celui des 100 questions, j'avais mis en pause. C'est pour que vous ressentiez le manque, un peu de nostalgie. Tout ce qu'on aime doit nous manquer, non? C'est vrai? Non? Vous voulez plus de Papo Furado chaque semaine? Non, il faut que ça manque un peu. Alors, allons directement à notre première question, qui vient de Ouda, bel underline 3. Salut Kako, ça va? Ça va? Et toi? Un animagus peut-il parler ou utiliser la magie sous sa forme transformée? Et enfin, un animagus sous forme humaine, s'il le souhaite, peut-il transformer seulement une partie de son corps? Par exemple, transformer ses mains et ses ongles en pattes et en griffes? Très bonne question. Mais il n'existe aucune preuve qu'un animagus puisse parler lorsqu'il est transformé en animal. On ne sait pas si c'est impossible ou juste jamais observé. Concernant le fait de réaliser de la magie sous forme animale, c'est le même principe. On ne sait pas si c'est possible. Revenir à la forme humaine, c'est un sortilège, non? Pourtant, devenir animagus demande toute une préparation. Si tu te changes en animal puis redeviens humain, tu utilises forcément la magie de métamorphose. Mais je ne sais pas si dans le cas des animagies, c'est la limite. En réalité, nous n'avons aucune confirmation à ce sujet. Quant à la transformation de certaines parties du corps, cela semble possible. Prenons l'exemple de Victor Krum, transformé à moitié en requin. Même s'il n'était pas un animagus, ce n'était pas un cas d'animagus. On voit qu'on peut se transformer partiellement, donc je ne sais pas si c'est pareil pour les animagus. Tant mieux, non? Aucune des 3 parties de ta question n'a de réponse. On commence bien ici. La prochaine question vient de Iago Alankar. Hypothétiquement, comment le monde des sorciers et Poudlard réagirait-il au boom technologique depuis les années 90? La dépendance des jeunes, notamment des moldus, aux téléphones portables et réseaux sociaux, en raison de leur contact constant avec ces technologies. Question intéressante. Je pense que les enfants nés moldus peuvent avoir ce contact, oui. Dès qu'elles découvrent qu'elles sont sorcières et qu'elles iront à Poudlard ou ailleurs, n'est-ce pas? Dans ce cas, je crois que cet intérêt finit par diminuer. Sauf si c'est une personne qui dit quelque chose comme « Je ne vais pas rompre avec les personnes connues avant de découvrir que j'étais une sorcière. Je suis un né moldu, mais tu vois, j'ai des amis moldus et tout. Donc, peut-être que la personne a un téléphone portable, elle l'utilise. Mais bon, tout doit rester dans les règles, on ne peut pas aller dire qu'on est sorcier, ni rien de ce genre. Mais la technologie ne fonctionne pas à Poudlard. Dans le monde des sorciers, ces technologies-là, à cause des sorts de protection et tout ça, ne marchent pas là-bas. À l'époque de Harry Potter, certains sorciers, dont Monsieur Weasley, s'intéressent déjà à la technologie moldue. Il ne comprend pas très bien, mais il passe son temps à manipuler, démonter et bidouiller. Donc je crois qu'une grande partie des sorciers ignorent le boom technologique, parce que, tout simplement pour eux, il n'y a rien d'aussi intéressant que la magie ne puisse pas faire. Et pour les adolescents, surtout ceux nés de Moldus, je pense que cela peut même être attrayant, mais pas indispensable. Imaginez un réseau social pour sorciers, ce serait génial. Question suivante de Sylvia Rojas. Quand Tonks attend un enfant, Lupin craint qu'il soit aussi loup-garou. Mais est-ce possible? Ou la lycanthropie ne se transmet-elle que par morsure? La lycanthropie ne se transmet que par morsure. Lupin a peur, il est effrayé, parce qu'il ne connaissait aucun cas de loup-garou comme lui qui ait eu un enfant. Parce que normalement, ces personnes qui souffrent de lycanthropie sont tellement marginalisées, tellement exclues, qu'elles sont solitaires. Elles sont seules. C'est pour ça qu'il avait si peur, il ne savait pas ce qui pouvait arriver. La prochaine question vient de Melzinia Gameplays. Les animaux fantastiques ont-ils été abandonnés? Quelle fin espérez-vous pour la franchise? Là, tu touches un point sensible. Écoute, je ne sais pas quel nom on peut donner à ça. Depuis 2022 années de sortie du dernier film, plus personne n'en a reparlé. Et quand je dis personne, je parle du studio, de Warner et de l'auteur J.K. Rowling. D'ailleurs, l'auteur J.K. Rowling, elle a cessé de parler des animaux fantastiques, même pendant la production. Ce qui montre déjà un grand abandon selon moi. Et toi, honnêtement, j'aimerais croire que ce n'est pas abandonné, qu'il y a un plan du genre. Un jour, nous reviendrons avec les animaux fantastiques. Mais on dirait qu'ils l'ont mis de côté, rangé dans ce tiroir oublié où vont les choses inutiles, tu vois. Ce qui est vraiment injuste, parce que j'aimerais vraiment voir la suite et la fin de l'histoire, comme cela avait été promis. Question de Fernando Cardozo. Salut Kako, ça va? Oui, et toi? Ma question. Rogue a-t-il fait le serment inviolable
avant ou après avoir accepté de tuer Dumbledore. Je lisais Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, qui commence seulement quelques semaines après l'Ordre du Phénix. Donc, j'ai trouvé que tout allait très vite. Grand salut. Grand salut, Fernando. Ah, c'était Fernando Cardoso, hein, j'ai dit Fernanda, n'est-ce pas? Désolé, Fernando. Tout s'enchaîne rapidement, presque le même mois. Drago débute alors comme mange-mort. Rogue, connaissant le plan, aide Dumbledore et tente de le sauver en contenant la malédiction de la bague. Donc, le serment inviolable vient après qu'il ait accepté le plan de tuer Dumbledore. La prochaine question est d'Alvaro Balbi. Salut Kako, ça va? Ça va et toi? Je suis passionné par les histoires et cultures de vampires. Peux-tu parler des vampires dans Harry Potter? Ont-ils tendance à être maléfiques? L'un d'eux s'est-il allié à Voldemort? Un humain doit-il être sorcier pour être transformé en vampire? On sait peu de choses sur les vampires dans Harry Potter. Ce que je peux t'affirmer, c'est que quand l'autrice a introduit les vampires dans l'histoire, elle n'a pas voulu changer grand-chose par rapport aux vampires classiques, ceux du folklore, parce qu'ils étaient déjà très connus et établis dans les histoires, ils suivent donc la même réalité que celles où ils figurent déjà. Oui, les vampires sont généralement sanguinaires et maléfiques, avec quelques exceptions. Et probablement pour être transformé en vampire, il faut être un sorcier, tout comme pour devenir un loup-garou. Mais nous n'avons pas de confirmation à ce sujet. Je pourrais aussi approfondir mes recherches plus tard pour tenter un épisode dédié aux vampires. Mais je ne me souviens pas s'il existe une confirmation que, pour se transformer en vampire, il faut être sorcier, tu comprends? Ou si un moldu pourrait être transformé. Je sais qu'avec les loups-garous, les moldus ne survivent pas à l'attaque. C'est controversé car dans le livre Animaux fantastiques, et où les trouver, il est dit que les moldus peuvent aussi être des loups-garous, non? Mais dans les livres, il est dit que non. Donc, je ne sais pas si cela s'appliquerait aux vampires, mais je crois que oui. La prochaine question vient de Lucas, fier poufsouffle. Kako, j'ai déjà vu des vidéos de toi où tu parles de ce que tu as aimé et de ce que tu n'as pas aimé dans les films, en comparaison avec les livres. Maintenant que nous allons avoir la série et que les producteurs ont dit qu'ils allaient être plus fidèles aux livres, qu'est-ce que tu trouves intéressant à conserver de la saga pour la série? On va donc avoir la série. Ils ont vraiment dit que l'idée était d'être fidèle, mais on a déjà vu qu'il y a quelques petites choses qu'ils changent, non? Par exemple, Severus Rogue, qui sera interprété par un acteur noir au lieu d'un acteur blanc. Et il aura une apparence différente de celle décrite dans les livres. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'ils gardent des films? Eh bien, je trouve que les tatouages de Sirius Black sont un ajout très sympa à l'histoire. Je pense que ça correspond très bien au personnage. Ça, ce n'est pas dans le livre. La scène de danse avec Harry et Hermione, là, dans les reliques de la mort, je trouve que c'est quelque chose de très... c'est très symbolique. Je pense que ça montre vraiment l'amitié entre les deux, comment elle fonctionne. Je trouve que c'est une scène sympa, mais bon, je trouve ça bien, mais la garder? Je ne sais pas si j'aimerais qu'il la garde, non. Honnêtement, j'aimerais que la série soit totalement différente, qu'ils fassent vraiment autrement, qu'ils ne reprennent rien des films et laissent leurs éléments comme des classiques, tu vois. Mais je pense qu'ils vont probablement réutiliser certains éléments, comme Poudlard, l'extérieur de Poudlard, là. Parce qu'il y a la maquette, non, ils l'ont utilisé pour les tournages, donc je pense qu'ils pourraient le réutiliser. Mais honnêtement, je préférerais que tout soit neuf. Apporter une nouvelle vision avec la série, mais je pense que c'est très difficile. Adriano Alves, salut Bukako, 2 questions. Dans les reliques de la mort, le sort des jumeaux multiplie les objets. Existe-t-il quelque chose de similaire pour les êtres vivants? Si oui, quels sont les effets secondaires? Et la deuxième question, je vais l'envoyer séparément par manque de place. Ah, ta deuxième question a dû partir vers un autre bavardage inutile. Quand une même personne pose plusieurs questions d'affilée, je les sépare dans les scripts pour éviter qu'elle monopolise les questions. Je vais répondre à une seule question, l'autre sera dans un autre bavardage inutile. Ta question est vraiment intéressante. Et il n'existe aucune confirmation qu'il soit possible d'utiliser ce sortilège sur un être vivant. C'est très complexe de faire une copie de quelque chose de vivant. Un objet, c'est plus simple. Donc sincèrement, je crois que ce n'est pas possible, parce que moi en tout cas, je ne me souviens d'aucune mention à ce sujet. La prochaine question est de Julio César. Bonjour Kako. Bénédiction à toi et ta famille. Merci beaucoup. Kako, voici la question. Harry est mort et demeure dans son état de semi-mort particulier. Il a vu Dumbledore. Le paradis sorcier est-il identique à celui des Moldus? J'imagine bien Dumbledore enseigner la magie dans l'au-delà. À bientôt. Mec, quelle question intéressante. En réalité, Harry ne meurt pas. Pour qu'il meure, il aurait dû aller de l'avant. Ce qui se passe, c'est que on pourrait se rapprocher de la réalité et dire qu'il a eu une expérience de mort imminente. Il reste en vie parce qu'il choisit, n'est-ce pas, de rester en vie. Il pourrait continuer, il pourrait aller de l'avant et en fait mourir. L'au-delà existe bien dans l'univers de Harry Potter, la vie après la mort aussi. Maintenant, où vont les gens?
s'il y a un paradis, s'il y a un enfer, ce qui se passe, là c'est déjà un point un peu plus complexe qui nécessite une analyse beaucoup plus approfondie qu'un épisode comme celui-ci. Deux discussions légères pour répondre à des questions rapides ne permettent. Mais oui, l'au-delà existe. Les sorciers, après leur mort, passent à l'étape suivante de l'existence, qui est cet au-delà, la vie après la mort. Où vont-ils maintenant? S'il existe un ciel ou un paradis, je l'ignore. La prochaine question vient de Junior Barros. Bonjour Kako, ça va? Ça va et toi? Une question vraiment folle. Allez, une question normale. Alors non, parce qu'au Papo Furado, on a beaucoup de questions vraiment folles. Nous savons qu'un sorcier peut avoir plus d'une baguette qui lui est loyale. Dans ce cas, un sorcier pourrait-il utiliser deux baguettes en même temps? Genre, une dans la main droite et une dans la main gauche. PS, ce serait vraiment cool de voir ça. Mec, c'est probablement possible, oui. On a un exemple où Harry utilise trois baguettes en même temps pour lancer un sort, mais trois dans une seule main. Quand il désarme Malfoy au manoir, non. Mais utiliser une dans chaque main, comme deux baguettes. Prenons Gyarla, le gobelin gangster des animaux fantastiques, qui porte un holster avec deux baguettes. Donc mec, c'est possible. Et oui, ce serait vraiment cool si un sorcier avait deux baguettes. Dans la saga L'Arme écarlate, cela arrive, cette saga est vraiment géniale. Elle dépeint l'univers des sorciers brésiliens. Il est inspiré de Harry Potter, il se déroule dans le même univers que Harry Potter, mais ce n'est pas officiel de Harry Potter. Cette saga de livres est très sympa, je la recommande aux lecteurs. Un sorcier utilise deux baguettes. Question suivante de Yago Duarte. Salut Kako, ça va? Félicitations pour la chaîne, je la suis depuis 5 ans. Bravo pour ton travail. Merci beaucoup mec, merci. Merci d'être là toutes ces années. Ma question est la suivante. Tu n'as pas peur que cette série, même en restant fidèle au livre, change un peu les choses pour s'adapter à la réalité? Le sexe ou genre des personnages? Franchement, non, je n'ai pas peur. Je pense qu'il peut y avoir des changements, comme on a déjà vu que Severus Rogue sera interprété par un acteur noir. Je pense que le sexe ou le genre d'un personnage ne changera pas. C'est ce que je crois. Je pense qu'il est peu probable qu'il change ça, mais rien n'est impossible. Je ne sais pas ce qu'il pense qu'il pourrait vouloir changer. Par exemple, prendre un personnage plus secondaire ou tertiaire et le changer. Par exemple, dans le livre, c'était une fille, mais dans le film, un garçon, ou l'inverse. Je ne sais pas si ça peut arriver. Honnêtement, je trouve ça difficile, mais ça n'est pas quelque chose qui m'inquiète, honnêtement. J'ai un avis sur les changements, certains ne sont pas d'accord, et ce n'est pas grave. Qui est la suivante? Si le changement n'interfère pas pour moi dans l'histoire, genre, ah, ils ont changé un personnage là, mais ça ne change rien du tout à l'histoire. Rien. Pour moi, ça ne change rien, tu vois. Maintenant, si c'est un changement qui interfère directement, qui va vraiment, waouh, tout changer, là, je trouve ça plus compliqué, tu vois. Ce n'est pas une peur pour moi. Prochaine question d'Héloïse Baggio. Salut Kako, ça va? Oui, et toi? Je suis vegan. Je me demande à quoi ressemblerait un sorcier vegan. Quels ingrédients mettrait-il dans ses potions? Il ne tuerait pas un Araramboya, non? Utiliserait-il un hibou postal? Montrait-il un sombral? En métamorphose, prendrait-il des animaux? Écoute, je crois que si un sorcier était vegan, pratiquant le véganisme, il suivrait les coutumes de cette pratique, non? De ne pas exploiter les animaux. Alors comment ferait-il certaines choses? Il devrait trouver un substitut, non? Il devrait trouver un substitut. Une potion qui nécessite des ingrédients provenant d'animaux, il devrait trouver un moyen de faire une potion qui ait les mêmes effets avec d'autres ingrédients. Est-ce possible? Est-ce impossible? Là, je ne saurais pas te répondre. Mais en théorie, si un sorcier veut pratiquer le véganisme, il suivra ses principes, n'est-ce pas? Donc il ne voudra pas utiliser ni monter des animaux, ni rien faire de ce genre. Prochaine question de Lucas Avlar. Bonsoir Kako, bonsoir. J'ai revu les films et je suis curieux. Pourquoi Hermione a-t-elle pris la faute lors de la boisson, alors qu'elle n'y était pas obligée? On ne cherchait pas qui avait relâché, seule la sécurité de tous comptait. Le scénario du film? Non, Hermione admet vraiment sa faute. Pourquoi? Harry et Ron vont la chercher justement parce qu'elle pleurait, parce qu'elle avait entendu les méchancetés de Ron. Alors, je pense qu'elle a voulu leur faciliter un peu la tâche, tu vois. Parce qu'ils étaient allés là-bas pour la sauver, ils sont allés jusque-là pour la sauver. Donc, elle a menti en disant qu'elle pensait pouvoir affronter le troll. Elle ne dit pas qu'elle a lâché le troll, elle dit juste qu'elle est allée l'affronter parce qu'elle pensait qu'elle en serait capable. Et que les garçons l'ont aidée. Donc au final, elle a juste voulu les couvrir. Elle n'a pas voulu dire qu'elle était là en train de pleurer, qu'elle était contrariée parce que Ron avait été un peu dur avec elle. Franchement, je pense que ça n'a pas de sens. Car si elle avait dit la vérité, il n'y aurait pas eu de problème. Pourtant, elle a choisi cette version. La prochaine question vient de Marc H. Salut Kako, ça va? Ça va, et toi? Crois-le ou non, mais quand j'ai passé mon test de Patronus sur Pottermore, mon Patronus était un sombral. Je voulais savoir si, pour voir mon Patronus, les gens devaient avoir vu la mort comme pour un sombral. Post-scriptum, il y avait une limite de caractère, mais tu as pu poser ta question ici. Pas de souci. Pour que les gens voient ton Patronus, il suffit d'aller sur le site.
Je plaisante. Oui, dans le contexte de la question, je ne pense pas. Je crois que le Patronus serait visible. Ce serait vraiment cool si c'était le cas, non? Ce serait vraiment génial si les gens, waouh, seuls ceux qui ont déjà vu la mort pouvaient-tu voir la forme du Patronus, comme c'est le cas avec le vrai Sombral. Mais je ne pense pas, je crois que ça n'a rien à voir. Et enfin, mais pas des moindres, la question de Marlon CSG. Salut Kako, ça va? Ça va? Et toi mon pote? Sachant que les reliques de la mort ont été créées par les frères Pévrel, et que le conte n'est qu'une jolie histoire. Un sorcier artisan talentueux ayant vu la mort peut-il créer une seconde baguette de sureau? Un salut à tous les poufs-souffles. Mon cher, quelle question sympa, question vraiment intéressante. Ouais, il y a l'histoire du conte des trois frères, une véritable légende. La mort n'a jamais été personnifiée en offrant quoi que ce soit, ce n'est qu'un conte pour enfants. Les frères Pévrel qui ont existé ont inspiré les reliques, et en seraient les créateurs. Donc, vu sous cet angle, je crois que quelqu'un a probablement la capacité de fabriquer une deuxième baguette de sureau. Je considère beaucoup ces objets comme la pierre philosophale. Beaucoup d'alchimistes ont essayé, mais seul Nicolas Flamel a réussi. La pierre de résurrection, Cadmus a réussi à la fabriquer. Beaucoup ont tenté de ramener des gens à la vie. Même si la pierre ne le permet pas vraiment, c'est ce qui s'en est le plus approché. Donc ce sont des objets très chargés de l'expérience des sorciers qui les ont créés. Gregorovitch essaie même de la reproduire, de recréer la baguette de sureau, n'est-ce pas? Il tente d'en faire des répliques, mais il n'y parvient pas. Je ne sais pas si le pouvoir de la baguette vient seulement de cette combinaison excentrique et originale de bois et de cœur. Parce que les sorciers évitaient, les artisans évitaient de fabriquer des baguettes en sureau, car ils croyaient que c'était un bois qui portait malheur, qui attirait la malchance. Il y avait aussi la superstition sur le sombral, considéré comme un mauvais présage. Voir un sombral n'était pas bon. Eh bien, il n'en avait plus pour longtemps. Gregorovitch l'explique en cours en présentant les sombrals qu'il décrit comme des créatures adorables. Parce que les filles Parvati et Lila Brown, qui étaient toutes folles de divination, disaient « Oh mon Dieu, c'est un mauvais présage, c'est un mauvais signe ». Je ne sais pas si ce pouvoir vient juste de la combinaison inédite de ces deux choses, ou s'il y a un autre secret, s'il y a quelque chose de plus dans sa création. Parce que Gregorovitch, il essaye de faire cette réplique, et il n'y arrive pas. Maintenant, c'est un artisan de baguette talentueux, un artisan de baguette qui comprend très bien le métier. N'a-t-il pas reconnu le cœur de la baguette de sureau? Comment reconnaît-on un cœur? Il faudrait voir l'intérieur de la baguette. Est-ce qu'il existe un moyen de faire ça, sans endommager la baguette? Ou bien il la reconnaît juste en la prenant en main? Parce que Ollivander, tu vois, il dit « Bon, celle-ci c'est une plume de phénix, et tout ça, tout ça. Celle-ci est un crin de licorne, celle-là une fibre de cœur de dragon. » Il ressent chaque baguette qu'il a créée. Mais Gregorovitch n'avait pas juste 3 cœurs, il en avait plusieurs différents. Arrivait-il à reconnaître? Avait-il déjà vu un sombral? Savait-il ce qu'était un sombral? Toutes ces questions se posent, tu vois. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à reproduire? Parce qu'il n'a jamais réussi à identifier le cœur de la baguette, donc ça soulève ces grandes questions, tu vois. Quelqu'un pourrait-il fabriquer une nouvelle baguette? Je pense que, comme la pierre philosophale que beaucoup ont tenté sans succès, la baguette de sureau cache aussi un secret jamais découvert. Mais voilà mes sorciers, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre like et votre commentaire, ce sera très bienvenu ici.